Bonjour, je suis Gabrielle Tremblay, professeure en études scénaristiques pour le compte du département d'études littéraires de l'UQAM et membre du CRILC. Cette année, j'organise pour la troisième fois, en collaboration avec Benoît Jaudoin, un cycle de conférences-discussions sous le titre et thème Créer avec la théorie. Benoît Jaudoin est titulaire d'un doctorat en arts, histoire et théorie de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, à Paris, et en histoire de l'art à l'UQAM. Il est spécialiste d'art contemporain et d'art actuel qu'il aborde depuis une sensibilité queer. Ses recherches portent principalement sur la manière dont le savoir est mis en forme dans les pratiques de recherche-création, dans des œuvres participatives, des conférences-performances, des installations et des événements de parole. En plus de l'enseignement qu'il anime depuis plus d'une décennie maintenant, il collabore régulièrement à plusieurs revues d'art actuelles, notamment S-Art plus Opinion, où il agit en tant que membre du comité éditorial. Il œuvre également dans le milieu muséal montréalais à la programmation de l'action culturelle. Aujourd'hui, Benoît et moi avons le plaisir de nous entretenir avec Didier Morelli. Didier Morelli est un artiste, historien de l'art et de la performance, critique et commissaire d'exposition qui vit et travaille à Montréal maintenant. En pratique comme en théorie, il s'intéresse aux intersections culturelles et sociales entre l'art visuel et la performance. Il est titulaire d'une bourse postdoctorale du FRQSC 2022-2024 dans le département d'histoire de l'art à Concordia et il détient un doctorat en Performance Studies de la Northwestern University. Sa thèse de doctorat examine la relation entre l'environnement construit et la nature kinesthésique des corps performants à New York et à Los Angeles entre 1970 et 1985. Il est rédacteur adjoint à la revue Espace Art Culturel. Ses écrits ont été publiés, entre autres, dans les revues Art Journal, CBC Arts, Border Crossings, Ciel Variable, C Magazine, S-Art plus Opinion, Freeze, Canadian Theatre Review, Peripheral Review, TDR, The Drama Review et Vie des Arts. Il a collaboré avec Bernard Lamarche à titre d'assistant de recherche sur la rétrospective du photographe Evergone, qui a eu lieu au Musée national des beaux-arts de Québec. Dans la conversation aujourd'hui, cette dernière conférence-discussion de cette troisième édition du cycle Créer avec la théorie, il est question de théorie au sens de savoir, de lecture et d'expérience. C'est quelque chose qui a traversé l'ensemble des conférences-discussions qu'on a pu voir cette année et les années précédentes, mais j'insiste, l'idée de théorie au sens de savoir, de lecture et d'expérience. La théorie comme ce qui concerne le savoir, mais le savoir à travers ses différentes formes et ses différentes manifestations. Les savoirs qu'on peut acquérir à travers nos lectures, par exemple, à l'université comme à l'extérieur, mais aussi les savoirs qu'on développe à partir et à travers de notre propre expérience du monde. En fait, aujourd'hui, il est surtout, mais vraiment surtout question de comment la médiation artistique, et ce, peu importe le médium et le domaine médiatique en présence, mais comment cette médiation artistique, le rapport à la création, à l'art comme médiation, donc, permet de convoquer et de renouveler sans cesse notre façon de nouer des liens entre les différents types de savoirs qui nous façonnent simultanément comme individus et comme artistes. Bon visionnement. Bonjour Didier, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Très, très apprécié que tu prennes le temps de répondre à nos questions dans le cadre de cette conférence-discussion. D'entrée de jeu, je me demandais si tu pouvais nous présenter en quelques mots ton parcours, ta démarche. Aussi, si tu veux, tu peux partager ton écran pour nous montrer un peu des exemples de ton travail, histoire que les gens qui nous écoutent, en premier lieu mes étudiants et étudiantes, mais puissent avoir une idée de ta pratique. Oui, merci pour l'invitation. Je suis super content de discuter avec vous. Puis c'est vraiment le fun de pouvoir parler de cette facette de ma pratique. Je vais vous partager un PowerPoint que je ne vais pas présenter au complet, mais c'est un PowerPoint que je voulais quand même discuter parce qu'il y a quelques images. OK, donc ça, c'est une image de moi. J'en parlerai peut-être plus tard, mais je vais juste vous montrer parce que ce qui est important pour moi de dire dès le début, c'est que ma pratique est beaucoup informée d'une façon biographique par ma mère et mon père. C'est vraiment un des éléments super importants. Mon père, François Morelli, est artiste, a enseigné à Concordia pendant plusieurs années dans le département d'art visuel. Donc, je suis né dans une famille avec un père artiste assez connu au Québec, au Canada. Donc, pour moi, la pratique, a priori, c'est quelque chose que j'ai commencé j'ai baigné dans l'art depuis ma naissance.
je faisais partie de ces projets. J'étais exposé dans ces projets, mais aussi j'étais juste là pendant qu'il faisait beaucoup d'art. Fait que pour moi, ma pratique, ça part déjà de mon père, avant que moi, je devienne artiste conscient, avant que je décide de devenir artiste dans la vingtaine. Puis l'autre chose que je voulais aussi dire, c'est que ma mère a travaillé pendant plusieurs années comme commissaire au Musée des Beaux-Arts de Montréal, commissaire de photo, mais aussi de design. Donc voilà une photo de ma maman, Diane Charbonneau. Puis je mets ça de l'avant parce que pour plusieurs personnes qui sont comme ah, c'est quoi ton parcours, à quel âge tu as commencé, pour moi, c'est important de dire que j'ai commencé dès la naissance. Que j'ai peut-être pas un parcours, on va peut-être en parler, formel, comme j'ai pas de bac en art, mais que c'est ça, j'ai vraiment appris à faire l'art avec mes parents autour de moi depuis la jeunesse. Fait que ce que j'aime aussi dire, c'est que je faisais de l'art avant que j'ai fait de l'art avant que je fasse de l'art de façon consciente. Donc ça, c'était un projet que j'ai fait avec mon père en 98. C'est un des premiers projets qu'on a fait de façon collaborative, explicite, mais c'était des cadavres exquis. L'idée, c'était Didier, Oui, je m'excuse de t'interrompre, juste pour qu'on ait une idée. Je n'ai pas demandé ça à personne d'autre, mais je pense que vu que tu vas sur le côté biographique, tu as quel oui. âge en 98? Ah oui, je suis né en 89. Je suis né en 89, donc j'ai 9 ans. Oui, très bonne question. Fait que j'ai 9 ans et le nouvel ordi Mac vient juste de sortir. Puis moi et mon père, on travaille sur un programme qui s'appelle KidPix, qui est un des premiers programmes de dessin. Et on fait des cadavres exquis. Donc, c'est ça, l'idée, c'est qu'une personne dessine une partie du dessin, l'autre personne dessine l'autre sans voir, et ensuite on fait des combinaisons entre les deux. Donc, ici, c'est des images, puis je pourrais en reparler, mais moi et mon père, repris en 2018-2016 pour faire des jacquardes, des tissages avec. Je vais juste donner un peu une idée encore du fait que je faisais de l'art avant que je devienne conscient que je faisais de l'art à l'âge de 9 ans. Et je vais juste vous montrer 2 projets pour un peu parler vraiment les débuts de ma carrière, puis comment ça a commencé. J'ai fait mon bac à Concordia en études humanistes, l'histoire de la civilisation et études humanistes, Liberal Arts College. J'oublie exactement c'est quoi la traduction, mais c'est ce qu'ils appelle un Great Books Education. Fait que tu pars avec la Bible, tu lis la Bible au début, le premier texte, puis après ça, tu finis en lisant les textes du 20e siècle, dont Schopenhauer, qu'on va parler un peu plus tard, mais d'autres textes du 20e, 21e siècle. Puis l'idée, c'est vraiment de lire les Great Books of Western Civilization and Culture. Puis vers la fin de mon bac à Concordia, j'étais vraiment investi dans une pratique académique. J'étudiais la littérature, la philo, j'étais intéressé, mais je n'avais pas vraiment d'intérêt pour l'art visuel. J'avais fait beaucoup de théâtre, j'avais fait beaucoup de musique, un peu de danse. Mais l'art visuel, c'est vraiment le monde de mes parents. J'avais fait des petits projets avec mon père, comme je l'ai montré, mais ce n'était pas le monde dans lequel je voulais m'aligner. Vers la fin de mon bac, on m'a demandé de faire une présentation sur Beckett, sur Attendant Godot de Beckett. Et j'ai décidé que dans le contexte du cours, j'allais faire ce que j'ai toujours fait à cause de mon background, de ma famille, c'est que j'ai pris le projet un peu plus loin. Fait qu'au lieu de juste me présenter dans le cours puis faire une présentation de 20 minutes sur Beckett, j'ai décidé que j'allais partir de la maison d'où est-ce que je vivais de mes parents, sur Sherbrooke à Notre-Dame-de-Grâce, et j'allais marcher la longueur de Sherbrooke jusqu'à mon cours à Concordia. Et en relisant En attendant Godot de Beckett, avec 2 amis qui me suivaient, qui faisaient les personnages. Donc, l'idée étant, j'avais ma longue rue, The Long Road, dans Beckett, mon arbre, l'arbre qui est dans la pièce, et ensuite les 2 personnages qui me suivaient pendant que moi, je faisais une récitation du texte. Donc, ça, c'est à la fin de mon bac à Concordia. Et quand je l'ai fait, pour moi, c'était juste un ajout à ma présentation parce qu'ensuite, je me suis présenté dans le cours puis j'ai fait une présentation de 20 minutes sur Beckett. Mais ce que je réalise maintenant, c'est que c'était vraiment le début de cette pratique artistique, de cette recherche-création, de cette idée de mettre en pratique une question de recherche, une œuvre. Puis dans ce cas-là, c'était Beckett. Donc ensuite, je suis allé faire ma première maîtrise à l'Université de Toronto en Performance Studies. Dans une école de théâtre. En fait, c'est Theatre, Drama and Performance Studies à l'Université de Toronto, maîtrise d'1 an, de 11 mois. Et un peu comme Beckett, dans les premiers mois, on m'a demandé de faire une présentation sur un artiste qui fait de la performance solo de mon choix. Et j'ai décidé de faire une pièce qui était reliée avec l'artiste afro-américain William Popel. William Popel est un artiste qui œuvre dans la côte est des États-Unis, dans le coin de New Jersey, New York. C'est aussi un artiste avec qui mon père est allé à l'école.
On revient sur le point biographique un peu. Et William Popel a fait une série de performances dans les années 70, 80, 90, continue aujourd'hui, où est-ce qu'il rampe dans les rues de New York. Au début, il rampait seul, et maintenant, il est une artiste une assez grande renommée, donc il rampe en communauté avec des groupes, des gens. Puis l'idée, vraiment, au début, en 70, c'était que Popel rampait pour poser des questions sur la position des Afro-Américains aux États-Unis, surtout dans une position qu'on voyait comme étant pauvre, au bord de la société, en marge, et pour questionner le racisme systémique à New York et dans la région. Donc, l'acte de ramper était d'activer l'horizontalité du corps et d'y donner un pouvoir. Que tu n'étais pas seulement down and out si tu étais in the ground, on the gutter. Que vraiment, c'était une position de pouvoir, qui avait une agentivité. Il faut dire que Popel avait de la famille qui vivait dans la rue, avait de la famille qui avait des problèmes de drogue, qui avait vécu dans la rue. Donc, pour lui aussi, c'était biographique. Fait que tout ça pour dire qu'on m'a demandé de faire une présentation sur Popel ou que j'ai choisi Popel. Mais encore, au lieu de faire mon 20 minutes, j'ai décidé, je vais ramper jusqu'à l'école, avant. Un peu comme Beckett. Sauf là, un peu plus compliqué. Donc, je me suis lancé avec cette idée-là et j'étais à Toronto. J'en ai parlé avec mon père et mon père, un peu sentant ce qui se préparait, m'a demandé, y a-t-il quelqu'un qui documente? Non, pas besoin de ça. Il a dit, tu devrais peut-être avoir quelqu'un qui va documenter. Ensuite, il a demandé, tu t'es préparé combien de temps tu t'es donné combien de temps pour le faire? 20 minutes pour faire 2 kilomètres. Tu vas peut-être pouvoir un peu plus de temps pour faire ton 2 kilomètres. Qu'est-ce que tu vas porter? Je pensais juste mon linge. Tu veux peut-être des shoulder pads, etc. Fait que mon père sentait un peu qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Puis moi, j'étais encore un peu dans une naïveté où est-ce que je me disais, je fais une présentation et je précède oui, cette présentation avant va avoir un acte performatif pour donner une idée de ce que c'est de voir un corps ramper dans un espace public à mes collègues de classe. Donc, la performance s'est déroulée. Ça a pris 5 heures. J'ai détruit mon corps. J'ai découvert plein de choses que je n'aurais pas su et si je n'avais pas rampé. Et j'ai aussi complètement transformé le cours et donné une expérience à mes collègues et à ma professeure qui les a transformés. Ma professeure a fini par écrire un chapitre d'un livre et un papier dans une revue académique où est-ce qu'elle avait une réflexion sur des questions de reenactment, de réenacter un geste performatif, mais aussi d'empathie, de collaboration, de bearing witness à une performance d'un étudiant. Parce qu'il faut dire que l'acte de 5 heures, je passe à travers plusieurs détresses, que mon corps a comme lâché, que je me suis vraiment mis dans le travail. Donc, à la fin de tout ça, je suis rentré à la maison parce que j'ai fait ma présentation de 45 minutes à la fin aussi. Il faut dire que pour moi, c'était vraiment important de dire que c'est $5 crawl after William Popel, que c'était un acte de recherche sur l'artiste William Popel, que c'était toujours cette idée d'essayer de ne pas rentrer dans son corps parce que je ne pourrais jamais être lui, que ce n'était pas une idée d'essayer de savoir ce qu'il lui ressentait parce que à cause de la différence entre nos corps, notre vécu, mais d'un peu de générer une expérience kinesthétique qui donnait à moi et à les gens de mon cours une idée de ce que ça pourrait me ressembler. Et donc, je suis rentré à la maison après avoir donné mon talk, puis j'étais dans le bain, complètement détruit, le corps ensanglanté. Et j'ai appelé mon père, puis il a dit, comment ça s'est passé? Puis je dis, c'était vraiment bien, mais à la fin, je me suis relevé. Moi, j'étais prêt à faire mon talk, puis j'étais bien primé, mais il y avait des gens qui pleuraient. Puis il y avait des gens qui étaient vraiment comme, c'était vraiment intense. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui a brisé ou qui s'est comme brisé dans l'atmosphère. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mon père dit, tu as fait une performance. Puis j'étais comme, oh non, j'ai fait une performance. C'est un peu le moment clé où est-ce que j'ai découvert c'était quoi cette question de la performance. Fait que je vais juste vous montrer un autre travail. I don't need money. No? No, I'm just trying to walk through a wall.
Well, you'll hurt yourself that way. No, so far I'm not too hurt. Oh, really? Yeah, Okay, then. yeah. Thank you, though. I mean, if you could give me some advice, that's all I would need. Give some advice? Oh, Well, yeah. not to walk through the wall, because I'm studying chemistry. And in chemistry, it says you can't walk through a wall. That's not true. The latest findings are that you can walk through walls. No, Walls are porous. Whereas, yeah, no. Well, unless you change the composition of the wall, make it soft, make it a liquid, then it might, or a foam. Mm. That way it would. So foam or liquid, eh? Yeah, you could walk through that. You change the composition of the wall, you could do it. Really? And to change the composition of the wall, you know, you could do that, change that with heat it up so that it would melt. But then I'd be breaking it. Yeah, that'd be the only way to do it, and you'd still walk through the wall that way. Well, I guess I'll think about that. I'll Okay. keep that in mind. Thank you. I have to go to work now. I'll enjoy. Have a good day. Donc, pour compléter, en tandem avec ce cours de performance recherche, en tandem avec ce cours de solo performance, parce que j'ai fait la performance en lien avec William Popel, j'avais aussi, dans le département de Performance Studies à l'Université de Toronto, un cours de Research Creation, de recherche-création. En fait, c'était Performance-Based Research ou Performance Creation. J'ai oublié exactement la terminologie qu'il utilisait à ce moment donné-là. Et dans ce cours-là, l'idée, c'était vraiment de créer un œuvre de recherche-création. Et moi, venant du background que vous avez vu, par artiste des années 60, 70, 80, dans le monde de l'art, je voyais cette façon, j'ai 21 ans à ce temps-là, je voyais vraiment cette idée de recherche-création comme, je la décrivais comme une justification de l'art par l'université, par l'institution, à des fins monétaires, qui me frustrait. Et la réalité, c'est que ce cours-là était créé pour faire application à une demande de bourse du Social Sciences and Humanities Research Council, du SSHRC. Et donc, CRSH. C'est RSH, exactement. J'oubliais l'acronyme en anglais. Et donc, j'étais vraiment frustré et fâché. Et donc, dans le contexte du cours, j'avais plusieurs amis qui faisaient des... Twitter venait juste de commencer d'exploser, c'est en 2011. Donc, plusieurs personnes faisaient de la recherche sur comment Twitter affecte, on va dire, une scène. Donc, les gens tweetaient directement pendant une performance, puis il y avait un écran avec le tweet. Puis moi, je me suis dit, si je vais faire un projet de recherche, création, je vais faire le meilleur projet de recherche-création dans l'histoire des projets de recherche-création. Donc, je vais essayer de découvrir comment je peux marcher à travers un mur. Parce que si je découvre comment marcher à travers un mur, je vais avoir changé l'état de la science, je vais avoir changé l'état du monde, et le CRSH n'aura aucune autre possibilité que de me donner le plus gros grant qu'ils ont donné. Donc, je serai millionnaire, puis je pourrai juste faire le reste de ma vie avec cette recherche-là. On voit que l'humilité porte ta démarche finalement. Exactement, exactement. Et donc, je me suis lancé dans un projet de recherche-création où est-ce que j'ai essayé de découvrir comment marcher à travers des murs. Donc, la vidéo que je vous ai montrée avant, c'était vraiment ça. Je me lançais, je trouvais des murs en Toronto et je me pitchais sur les murs, différentes places. Je me promenais en vélo, je trouvais différents murs. Et ce qui s'est développé, en fait, qui était beaucoup plus intéressant que l'idée initiale, qui était très physique puis répétitif, c'est une communauté de personnes qui m'abordaient pendant que j'essayais de le faire, qui me demandaient « Qu'est-ce que tu fais? » Et moi, je leur répondais « Ah, j'essaie de marcher à travers un mur, peux-tu m'aider? » Et beaucoup comme cette femme, une femme qui faisait juste passer pour aller au travail, commençait à me donner des suggestions. « Ah, je travaille en chimie. Ah, je travaille en architecture. Ah, je suis un danseur. Connais-tu cette histoire du passe-muraille? Ah, ça me fait penser à X-Men, ou etc., etc. » Donc, Walking Through Walls est devenu un peu une communauté, un archive, un système. C'est devenu tout un volet théorique, abstrait, métaphore, mais aussi très concret en termes de... J'ai eu des relations, des conversations, des cafés. Il y a des gens avec qui je corresponds encore, qui envoient encore des choses quand ils y pensent. C'est un projet qui a presque 10 ans maintenant, de 12 ans, 13 ans. Oh boy, ça me vieillit. Et donc, a beaucoup évolué autour de la recherche, création en termes d'une idée qui est communautaire, qui combine cette performance avec un aspect plus théorique. Et donc, il y a eu plusieurs différentes manifestations de Walking Through Walls à travers les années et ça l'a beaucoup changé.
Mais c'est vraiment un projet qui est un peu à la genèse de cette idée pour moi de recherche-création à l'intérieur de l'espace de l'université. Et donc, ensuite, on peut en parler plus, mais je voulais juste vraiment donner ces deux projets-là ou ces trois projets-là comme un aperçu de ma pratique artistique et des questions centrales qui sont d'aborder la recherche-création de façon créative, playful, d'avoir du plaisir, d'un peu de jeu, de penser aux archives et comment ils peuvent exister en tandem sans devenir trop rigide ou trop sérieux non plus en même temps. Merci pour ta présentation. Oui, je vais. Merci Tu dis que pour la j'arrête de. présentation de ton travail, là, puis Oui. avec le partage des visuels, ça permet vraiment de se faire une idée. Tu t'es rendu jusqu'à ta maîtrise d'un an à Toronto. Tu nous as parlé jusqu'à ta maîtrise, mais je sais que tu as ta première maîtrise, dis-tu. Je me demandais si, en quelques mots, tu peux simplement nous donner la suite de ton parcours universitaire jusqu'à maintenant. Puis je rajouterais au travers, si tu permets, Gabriel, pourquoi quand on est artiste, il faut faire un doctorat? C'est quoi l'idée? Alors, bon, ça reste encore très connecté à ma biographie. Donc, je faisais ma maîtrise. J'ai découvert l'art à 20... j'ai découvert que je voulais faire de l'art à 21 ans dans cette première session à U of T. Et je réalise en même temps que j'ai besoin un peu plus de temps pour développer la pratique parce que c'est clair que j'ai un désir de création, mais je n'ai pas eu l'espace au bac de le faire. Donc, je décide en octobre d'appliquer pour des maîtrises en art visuel pour avoir un peu cet espace-là. Et avec un père qui a un background, qui a vu plusieurs portfolios passer, je réussis à rentrer dans une maîtrise en art visuel à Simon Fraser avec 3 projets. Les 2 que je vous ai montrés, la performance de Walking Through Walls, moi en train de ramper, et un autre projet que j'avais un peu fait en tandem de dessin, qui était une réflexion un peu de cette recherche-là. Donc, j'applique en novembre, on m'accepte en mars et je déménage à Simon Fraser University vraiment pour avoir de temps, de l'espace pour développer une pratique artistique qui à ce moment donné-là, est comme émergente, mais n'est pas encore raffinée, puis existe de façon très recherche, qui est vraiment informée, qui part d'une question de recherche et non nécessairement d'une esthétique, d'une idée de matérialité, etc. Fait que j'arrive à Vancouver et là, je fais une maîtrise de 2 ans dans un département interdisciplinaire d'art visuel à Simon Fraser University. Et là, je me livre à vraiment à créer des installations, travailler avec différents médiums, développer la vidéo, la documentation de la performance, puis avoir un studio, puis découvrir c'est quoi d'avoir un studio, puis développer une pratique. Fait que pendant ces 2 ans-là, je passe beaucoup de temps dans des résidences, à faire des expos, puis vraiment à développer une œuvre complète, à créer plusieurs performances. Puis c'est là que le portfolio explose, la pratique explose. Mais ce qui me frustre pendant que je suis là, c'est le manque de théorie. Ou en fait, ce que moi, je trouve comme étant un manque de théorie. On lit beaucoup de Deleuze puis de Derrida, mais personne ne comprend Deleuze et Derrida. Mais tout le monde comprend qu'il faut lire Deleuze et Derrida quand on est à l'école d'art parce qu'il faut les citer. Puis ça me frustre. Ça me frustre beaucoup. On les lit de la façon qu'on les lit des fois dans ces contextes-là, où est-ce que on cherche à créer un artist statement. Et donc, on lit Deleuze et Derrida. Puis là, moi, je disais, c'est quoi cette affaire-là? Personne ici peut écrire comme ça. Pourquoi on est en train de lire ça? Alors, je décide à ce moment donné-là, vers la fin de la maîtrise, que mon journey académique n'est pas fini, puis que je vais appliquer un doctorat. Faut dire que je suis à l'école depuis que j'ai 5 ans, fait que je ne sais rien à l'extérieur de l'école aussi. Pour moi, l'école est l'espace c'est ma communauté, c'est mon espace où je me sens confortable. Et que ma maîtrise et mes 2 maîtrises sont payées par soit le gouvernement, je l'ai eu, la bourse pour Walking et ensuite est payée par l'école à Simon Fraser pour une bourse pour la maîtrise. Et donc, je réalise aussi que c'est un espace qui me donne la possibilité de produire, d'exister à cause des bourses de l'école. Et donc, je décide d'appliquer pour un doctorat. Et là, vraiment, l'idée, j'applique pour des doctorats en Performance Studies. Je retourne un peu dans le créneau que j'avais à la première maîtrise, avec l'idée que je veux combiner la théorie et la pratique, parce que Performance Studies a une longue généalogie, une longue histoire de combinaison de pratique et théorie. Et j'applique, c'est un peu intéressant dans le contexte de ce cours ici, parce que j'applique à NYU, qui vient d'une tradition de théâtre.
Richard Schechner, etc. Et j'applique aussi à Northwestern. Une couple d'autres places, des départements d'histoire de l'art, etc. Mais ça, c'est les deux grosses places que j'applique. À Northwestern, le département de Performance Studies est vraiment informé par l'ethnographie, language, linguistic and ethnography. Et donc là, l'idée de la pratique, c'est à travers la recherche ethnographique dans des communautés diverses, un genre de pratique presque sociologique. Et on me rejette à NYU. C'est la quatrième fois que je me fais rejeter d'NYU, 2 fois pour la maîtrise, 1 fois pour le doctorat. Mais on m'accepte à Northwestern. Et donc, je déménage aux États-Unis, à Chicago, où est-ce que je commence le doctorat à Northwestern, avec vraiment l'idée de développer cette idée de pratique et de recherche en tandem. Puis, ce qui se développe autour d'une période de 4 ans, puis 4 ans, non, plus que ça, 8 ans. J'ai oublié à ce moment-là. La pandémie se passe à un moment donné, fait que ça complique un peu les choses. Mais c'est que je développe de plus en plus la théorie. Et je continue à faire de la pratique, mais la pratique devient informée encore plus par la théorie d'une façon où est-ce que vers la fin, je me questionne sur la place de ma pratique dans la recherche. Et la dernière étape, je reviens au Québec, je finis le doctorat, c'est que j'applique pour un postdoc du FRQSC. Et là, j'applique dans un département d'histoire de l'art, ne mettant pas de l'avant ma pratique du tout. Excuse-moi, par curiosité, je trouve ça assez intéressant comment tu parles de l'espace de l'école au sens très large, là, de la maternelle à l'université, mais comme un lieu qui a toujours été présent dans ta vie, finalement. Et Benoît et moi, on s'est déjà entretenu avec une artiste visuelle qui, elle, était passée, Marie Levasseur, là, pour ne pas, Marie-Samuelle Levasseur, pour ne pas la nommer, mais qui était passée du milieu universitaire, après ça, monde professionnel, retour dans le milieu universitaire. Donc, à elle, on lui avait aussi posé cette question qui nous intéresse, hein, c'est quoi la différence entre créer dans un contexte professionnel et un contexte universitaire? Sauf que là, je me demande, d'après ton expérience à toi, où, bien sûr, il y a le côté familial qui précède ta venue à l'université, où tu as touché, goûté, tu t'es frotté à la création à ce moment-là. Mais quelle est la différence pour toi entre créer dans le contexte universitaire puis à l'extérieur de l'université? Est-ce que le côté extérieur à l'université est quelque chose que tu as connu ou c'est quelque chose que tu vois et tu comprends des différences par observation? Je l'ai connu, en fait, au moment donné où je suis revenu au Québec pendant la pandémie, au début de la pandémie, je vivais à New York et je suis revenu et c'est là que j'ai un peu flotté vers la fin de mon doctorat. Entre burn-out puis pas trop savoir ce que je faisais parce que j'avais passé toute ma vie à l'école, qu'on me disait que j'allais avoir un job d'enseignement, que j'étais rendu à ma 250e application, puis qu'on ne m'acceptait pas des postdocs ou des jobs d'enseignement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai un peu changé de mentalité, puis je me suis dit, ah, là, c'est le moment je ne l'ai pas fait de façon consciente, mais de regarder le monde professionnel, de se considérer. Et ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais déjà professionnel depuis 10 ans. Je présentais déjà dans des biennales d'art, je présentais dans des expos, que mon CV professionnel existait, mais que j'avais utilisé l'université comme forteresse, comme protection, comme fallback, comme espace de création, comme communauté. Ce qui s'est développé dans les 2-3 ans de 2020 à 2022, quand j'ai commencé le postdoc, c'est vraiment d'accepter l'espace professionnel comme étant ma communauté, l'espace primaire et non l'université. Donc, les différences, je les comprends et je les comprends beaucoup mieux maintenant que j'ai vécu à l'extérieur de l'université pendant une période de temps. Et je dirais que j'ai développé une dépendance à l'université à travers le temps, une dépendance que j'ai réalisée était mauvaise pour moi niveau santé personnelle et même probablement en création, développement du savoir. Et l'espace que j'ai eu pendant 2 ans m'a vraiment aidé à voir comment gérer cette relation. Donc, maintenant que je me retrouve dedans encore, je suis beaucoup plus à l'aise parce que je connais les deux bords. Est-ce que tu peux donner pour que les étudiants, les gens qui nous écoutent puissent avoir une idée de quelles sont ces différences-là? Puis ça peut être dans le senti, hein, c'est pas là-bas les murs sont bleus puis ici sont roses. C'est pas de cet ordre-là nécessairement, mais dans ton ressenti, dans le regard, c'est quoi les différences que tu vois? Puis
on le sait, l'université peut être un milieu très difficile, très exigeant, qui peut parfois nous mener dans des zones pas très confortables. Tu parlais d'épuisement, d'une dépendance un peu tordue. Bon, néanmoins, est-ce que tu peux voir ou peut-être nommer certains avantages à créer dans un contexte universitaire pour toi aussi? Oui, parce que, bon, il faut dire que j'étais dans une université de très haute performance avec l'idée, ce qu'on appelle aux États-Unis un R1, Research One University. Donc, tout est très axé sur la question de recherche et non sur la question d'enseignement. Vraiment, les profs sont là pour faire de la recherche et développer leur recherche. Ce que je dirais en termes de comparaison entre les deux, l'université a toujours été un espace où est-ce que je me sentais libre de créer sans avoir l'impression de devoir être productif immédiatement ou de devoir aboutir avec une certaine finalité. C'était toujours un espace où est-ce que je pouvais créer de façon assez libre puis que j'avais l'impression que the knowledge, le savoir que je générais était assez. Je n'avais pas besoin de vendre d'œuvres. Je n'avais pas besoin de créer une situation où est-ce que je devais me promouvoir de façon avec une certaine esthétique ou avec un certain savoir que je devrais ensuite faire de la revente avec. Ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que je le faisais ça, mais d'une autre façon, dans un contexte universitaire. J'essayais de vendre des idées pour avoir des bourses, pour avancer. Mais ce que je voyais quand j'étais à l'université, c'était une sécurité vis-à-vis de mes collègues qui, eux, étaient à l'extérieur de l'université, qui se demandaient bon, je dois exposer où, comment, je dois montrer mes œuvres, les faire vendre à qui, je dois créer d'une certaine façon, développer l'esthétique. Tandis que moi, j'avais la sécurité de la salle de cours, de l'argent que je recevais à l'université pour vraiment expérimenter, pour aller au loin, puis pas avoir peur de, j'aime beaucoup l'idée de failure, pas avoir peur d'échouer. Puis pour moi, ça a toujours été important que je me sentais que à l'université, je pouvais échouer puis que c'était correct d'échouer. Que ce n'était pas un enjeu qui allait mener à des dommages à ma carrière, etc. Fait que, étant quelqu'un qui a une esthétique un peu trash DIY, qui n'a jamais été vraiment voulu avoir une image très raffinée, l'université était excellente parce que ça me donnait cette possibilité d'exister dans ce realm-là puis de le justifier à travers la théorie, de justifier à travers le savoir que je générais. De l'autre bord, dans le monde professionnel, ce que j'ai réalisé quand j'ai fait la transition, c'était que tous ces aspects-là étaient aussi possibles dans les différentes communautés auxquelles j'ai eu accès au niveau professionnel. Fait que ce que j'avais dans l'université, c'était un safety net à cause du système institutionnel, mais je n'avais peut-être pas la proximité avec la communauté que j'ai maintenant. Donc, l'université, ce qui arrive dans un doctorat, dans une maîtrise, c'est qu'il y a un peu une distance qui peut se créer entre toi et tes collègues, d'accord. Quand j'ai fait mon doctorat, c'était 8 ans, donc j'ai migré, je suis revenu au Canada, je me suis senti très isolé. À la fin, c'était vraiment moi, mon mémoire de doctorat, puis c'est une isolation qui est très difficile à vivre comme créateur, comme artiste. Puis quand j'ai intégré le monde professionnel, c'est la première chose que j'ai trouvée, c'est que je me suis fait des amis. Je me suis fait des amis qui supportaient ma vision artistique, puis qui supportaient mon savoir d'une façon immédiate qui me manquait beaucoup. Parce que les réalités du bac en art, puis même de la maîtrise en art avec les crits immédiates, la communauté, ça disparaît quand tu passes beaucoup de temps à l'université, quand tu deviens chercheur ou quand tu deviens doctorat. Ça s'effrite un peu. Fait que le monde professionnel m'a vraiment donné la possibilité de réintégrer cette proximité, cette communauté, puis de sentir de la valeur. Puis je dirais de l'autre chose, c'est que l'université, c'est interminable. C'est la recherche qui est interminable. Ça continue. C'est ouvert. C'est des projets qui durent 8, 9, 10 ans. C'est des demandes de bourse qui se répètent. Le monde professionnel, pour moi, a beaucoup tourné autour du 3 mois, du 2 mois, du 1 semaine des fois. Puis j'ai vraiment vu une valeur dans ça. Puis on n'en a pas encore parlé, mais moi et Benoît s'est rencontrés à travers l'écriture, mais j'ai passé 20 ans de ma vie à écrire pour moi-même, pour mes profs. J'ai eu 0 feedback. Puis vers la fin de mon doctorat, je me suis demandé la question, peut-être que je serais capable d'écrire pour des revues. Puis j'ai envoyé un texte à une revue, puis on m'a dit, bon, c'est excellent, on le publie. Puis tout ça s'est passé dans l'espace de 2 semaines. Puis c'était comme la première fois que j'avais du feedback sur mon écriture, une communauté qui me dit, ah oui, c'est valide. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans le monde professionnel. C'est une proximité, puis
la possibilité de participer à une communauté qui n'est pas étendue, qui n'est pas éternelle, qui n'a pas ce vide que des fois je ressens dans l'université face à la recherche, qui des fois peut vraiment être isolante. Puis comme, Mhm. Il y a Un quelque gros chose. sans fond. Ouais. Merci pour ces éléments de réponse. Hein. On comprend bien les deux. Après, je reviens ce rapport au temps qui est notre rapport au monde, en fait, hein, qui est en adéquation avec ça. Ces effets de lenteur créent des vertiges. À quoi ça sert, à quoi bon? Je voudrais revenir un peu sur ce que tu disais parce que je ne crois pas que ça s'oppose. Je pense qu'à t'entendre, on pourrait se dire, fait que c'est mieux d'un bar. Alors que si on revient à tes éléments de réponse aux questions précédentes, on le voit bien que tout n'est pas hermétique. Il y a une immense porosité entre ces deux aspects. Et même si on repense à ton parcours universitaire, tu dis que tu chemines de plus en plus vers seulement la théorie, c'est-à-dire des études en recherche et non en recherche-création. On voit bien comment là aussi, puis tout à l'heure, tu disais à la blague, là, Deleuze, tout le monde lit Deleuze sans vraiment le comprendre. On le voit bien aussi, il y aurait cette idée hein, dans les études en art visuel, dans les programmes en art visuel et performatif, où on a une certaine exigence théorique. Tu disais par moment, tu regrettais que ça ne soit pas plus approfondi, mais ça fait quand même partie visiblement des compétences à acquérir au travers de ces cursus-là. Je me demandais de quel œil tu vois ou qu'est-ce qui a permis pour toi ce détour par la théorie? Puis là, je pense qu'on est arrivé à un point aussi où on peut rappeler qu'est-ce qu'on entend par théorie. C'est des lectures, c'est abstrait complètement? Est-ce que c'est des lectures pour toi avec un horizon multidisciplinaire? On va revenir sur Schopenhauer peut-être dans un instant, mais ou pas, hein, on verra. Mais je me demandais donc comment t'es-tu accaparé personnellement cette compétence à acquérir de développer une certaine aisance au fil de tes études en matière de lecture théorique? Mais qu'est-ce qu'on entend par lecture? Qu'est-ce qu'on entend par théorie pour toi? Qu'est-ce que ça permet, ce détour par la lecture, finalement, en art visuel et performatif? Oui, c'est une question vraiment importante. Si on retourne à ma frustration au début avec le cours de recherche-création puis Walking Through Walls, une des frustrations, c'était l'idée que la recherche a été inventée par l'université dans les années 90 en art, le doctorat en art. Puis ça, je suis le fils de mon père. Mon père, j'ai vu cette réalité-là se développer dans les universités avec le doctorat en art, puis le système que ça crée, la tension que ça crée dans des départements d'art visuel, où est-ce que tu as des gens qui ont œuvré pendant des années, qui ont seulement des maîtrises et qui doivent maintenant comparer à des gens qui ont des doctorats. Donc moi, la question en relation avec la théorie, puis la lecture, puis ce que ça représente, c'était de questionner un peu cette idée que les artistes n'avaient pas fait de théorie ou n'avaient pas fait de recherche-création avant ce point zéro, et de dire, ben non, mais si on regarde dans l'histoire de l'art visuel, 20e siècle, 19e siècle, les artistes ont toujours théorisé, ont toujours fait de la recherche-création. On a juste à un moment donné changé notre relation, puis peut-être, oui, ça s'est codifié, puis etc. Fait que il y avait toujours une question pour moi en termes de démanteler ce système-là, de démanteler cette notion que recherche-création voulait dire quelque chose d'élevé, de différent que ce que, on va dire, Alan Caprow avait fait dans les années 60 ou ce que les situationnistes Guy Debord avaient fait dans les années 90. Puis je lance des exemples comme ça. Fait que d'un peu démanteler cette notion-là. Fait que pour moi, la théorie, je suis beaucoup allé à travers le personnel, l'expérience personnelle. Donc, j'enseigne un cours en ce moment dans le département d'histoire de l'art à Concordia. Et j'ai des étudiants d'art visuel, tant d'art visuel que d'histoire de l'art que de cinéma. Et une des choses que je leur présente, c'est beaucoup de théorie. Sarah Ahmed, Christina Sharp, des auteurs contemporains qui présentent la théorie à travers le personnel, à travers le jeu, à travers l'expérience personnelle, la perception, l'expérience de l'individu. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve super important généralement en présentant de la théorie dans le monde des arts visuels. C'est que, surtout pour des artistes qui sont en train d'écrire des personal statements, etc., c'est que you are already theorizing. Vous êtes en train déjà de créer de la théorie. Votre pratique est une théorie. Votre expérience de vie est une théorie. A priori, ça peut être informé d'une théorie. Et donc, de ne pas nécessairement aller, pour retourner à l'idée, trouver Deleuze pour se demander
qu'est-ce qui est théorique dans ma pratique, mais de partir de son propre travail en termes de théorisation. Et c'est correct ensuite d'aller citer Deleuze, mais de ne pas y aller là pour revenir. Quand tu dis là, ces lectures théoriques-là, tu as donné des noms par rapport à tes étudiants, par rapport à toi aussi. Est-ce que ce ne sont que des philosophes? Est-ce que la sociologie informe l'art? Est-ce que, à la blague, avant de commencer l'enregistrement, est-ce que l'économie, les sciences économiques, qu'est-ce que tu entends par ces lectures, cette idée de théorie? Puis lorsqu'on produit de la théorie, c'est un regard sur le monde, c'est un regard informé, c'est un regard situé. Comment tu le préciserais? Complètement. C'est interdisciplinaire, c'est pluridisciplinaire, c'est intersectionnel aussi, qui est très important. Je pense qu'on en parle de plus en plus, mais c'est informé par une perspective qui est diverse, qui adopte sa propre position subjective comme étant un point de vue, mais qui aussi accepte plusieurs autres perspectives. On riait tantôt d'économie, mais j'ai fait une œuvre sur l'artiste de la performance Robert Filliou, qui est probablement un des artistes les plus importants de la performance du mouvement de la période des années Fluxus, de Happenings. Et Robert Filliou a un doctorat en économie et a enseigné en économie. Et ses performances partent de notions économiques et rallient un peu ses idées de principes économiques en performance. Donc, je suis très informé par la culture populaire, parce que les gens considéraient low culture, trash. Je suis informé par la philo. Et ça vient aussi peut-être aussi j'ai parlé de mon background en liberal arts, études humanistes, de cette notion que la théorie est informée par le savoir qui vient avant, qui vient d'archives, mais que ce savoir-là est large. Le problème avec le background que j'ai eu en liberal arts, c'est que c'était Western Civ. C'était vraiment un monolithe. Et ce que j'ai appris à travers mes maîtrises, mon doctorat, c'est de décentrer ce monolithe-là. Mais je pense que de lire la Bible comme théorie, puis ensuite de passer à Schopenhauer, ça m'a aidé à avoir une grande articulation de ce que peut représenter la théorie, économie, sociologie, politique, puis de pas créer de distinction, mais de pouvoir les mettre en dialogue les uns avec les autres de façon encore texturée, de façon intéressante. D'être capable de citer Beyoncé et Schopenhauer dans la même phrase, puis de créer des liens entre les deux, parce qu'ils peuvent exister ensemble, puis de trouver ces liens-là intéressants. Je pense que ça l'aide à avoir un discours qui est professionnel et académique, qui aussi oscille entre les deux. On a parlé d'un peu cette cohabitation-là. C'est la façon que je peux, dans les deux cas, des fois troubler les espaces institutionnels à l'université, de ramener le populaire, puis de parler du populaire, puis les espaces professionnels, des fois, de ramener la théorie que j'ai de l'université, de créer un peu ces liens-là, les deux espaces, de façon fluide. Ce que je trouve vraiment intéressant, puis ça fait vraiment écho à ce que disait Angélique Wilkie, qu'on a aussi rencontré dans le cadre de ce même cycle, c'est cette idée-là, puis j'essaie de me mettre un peu dans la place des étudiants, des étudiantes qui nous écoutent, cette idée que, en fait, scénariser, c'est déjà théoriser. C'est une manière, en fait, de raconter quelque chose, mais au travers de ce récit-là, de mobiliser des idées qu'on a rencontrées ailleurs et aussi de développer les siennes et de leur donner une forme, de leur donner un support. Donc, finalement, c'est le travail d'expression d'une vision du monde à travers un médium artistique qui est peut-être le sens le plus proche de la création de ce que serait la théorie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, complètement. J'essaie en même temps de faire un lien avec ce que d'autres personnes ont dit et la manière dont ils ont abordé la théorie pour que cet espace de rencontre-là qui est créé avec la théorie, ça nous permette aussi nous-mêmes de cheminer puis d'avoir des réflexions un peu différentes par rapport au point de départ qu'on avait. Il y avait, quand je faisais ma maîtrise en Performance Studies à l'Université de Toronto, on a lu un texte je pense que c'est Eleanor Fuchs, sur la dramaturgie. Puis l'idée, c'était que la dramaturgie et la scénarisation étaient du world building, la création d'un monde. Un monde 3-dimensionnel, mais avec 4 dimensions, temps, space aussi. Ça m'avait tellement intéressé parce que c'était vraiment cette idée que comme ce que tu crées dans ce contexte-là de dramaturgie ou de scénarisation, tu crées un espace qui est complexe, qui n'est pas plat. Puis ça, c'est un espace théorique tant que c'est un espace de pratique. Et ensuite,
quelques années plus tard, j'ai lu Sarah Ahmed pour la première fois, qui fait de la phénoménologie queer. Et elle parle de désorientation en relation à la façon qu'elle écrit sa philo et de désorientation à l'intérieur de la façon d'écrire la philo et de vivre la philo. Et elle parle de tilting the prism, de bouger le prisme un petit peu pour to queer the space, pour rendre l'espace queer. Et quand je mets ces deux idées-là ensemble, je vois vraiment la façon que ce world building-là, cette scénarisation, cette dramaturgie, c'est ça, c'est la création d'un environnement théorique. Tant au niveau pratique, je le crée, I mold it, et théorique, je l'analyse, j'y pense. Puis il y a vraiment, je pense, en théâtre et en dramaturgie, il y a vraiment, c'est vraiment la conception de ces deux éléments-là, se fait de façon très tangible, très matérielle, qui peut être, c'est ça, vraiment assez poétique et beau. Mais oui, puis justement, à créer un monde, en fait, à l'intérieur de ce monde-là, comme tu dis, ces pop-là, c'est quoi les problèmes? Qu'est-ce que les gens vivent? Ouais. Quelles difficultés ils rencontrent? Est-ce qu'on a envie d'ajouter à ce monde-là, disons, une portée, comme un espoir? Maëlle Maréchal, encore dans ce cycle, parlait un peu de l'écriture dans cette tension-là entre un constat de quelque chose qui existe vraiment, une réalité, quelque chose qui est sensible, qui est difficile. Mais en fait, dans la création de ce monde-là, il y a aussi l'envie d'emmieuter les choses, Ouais. de garder un peu la possibilité, tant qu'à construire un peu mieux. Ouais. Donc, c'est finalement ça, la rencontre entre la pratique et la théorie dans la création. C'est d'essayer de joindre les deux, finalement. Moi, j'ai une question sur ta pratique de critique d'art. J'ai une remarque, en fait. On pourrait penser, vu ta pratique artistique, que quand tu t'intéresses aux pratiques artistiques d'autres artistes, tu as une approche qui soit, disons, très subjective, puis aussi que ta voix soit très présente, mais on sent plutôt dans tes textes qu'au contraire, il y a un énorme respect pour l'univers, justement, les mondes que construisent les autres artistes et que dans ton écriture, c'est vraiment une sorte de geste pour mettre en évidence puis essayer de porter un peu plus loin le travail de quelqu'un d'autre, mais que j'aimerais ça t'entendre un petit peu pourquoi, en fait, sur la relation que toi, en tant qu'artiste, tu as à l'égard du travail d'autres artistes et puis la posture, en fait, dans laquelle tu te sens à l'aise pour t'intéresser, en fait, à d'autres pratiques artistiques. C'est intéressant que tu le décris comme ça. En Performance Studies, il y a une théorie qui parle de bearing witness to something, donc d'être witness. Peut-être le témoin. D'être le témoin d'une performance, comme étant le geste le plus généreux possible en tant que spectateur ou public. Ça m'a beaucoup marqué comme idée parce que pour avoir témoigné plusieurs performances, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas toujours facile, puis même quand c'est facile, c'est quelque chose de se déplacer puis d'être témoin d'une performance, même si la performance n'est pas a priori difficile dans son contenu. Puis ça, je l'ai beaucoup ressenti dans ma performance parce que j'ai rampé, puis c'est sûr que je l'ai ressenti dans d'autres performances. Mais j'ai beaucoup ressenti là que le geste que j'ai créé a été reçu, puis il a eu un certain succès à cause du témoignage que les gens ont posé. Et ensuite, j'ai décrit que ma prof a écrit un texte parce qu'elle a décrit, je vous ai dit que ma prof a écrit un texte parce qu'elle a décrit sa propre expérience, une situation d'empathie, qu'est-ce que ça voulait dire d'être une mentor puis une prof dans ce contexte-là. À travers mes maîtrises, mon doctorat, je créais, je faisais du travail, mais je m'intéressais beaucoup aussi aux pratiques alentour de moi, puis à la communauté qui se formait, puis aux qualités performatives du travail et comment moi, comme personne qui était intéressée à l'écriture, puis à tout ce qui était environnemental, affectif de ce world building-là qu'on décrivait dans les performances, comment je pouvais créer un langage pour le communiquer à d'autres personnes, pour lui donner une vie qui continue à exister. C'est une des choses qui m'intéresse beaucoup dans les performances, les afterlives of performance. Comment les performances continuent à vivre après.
soit en termes de traces, de documentation, mais aussi d'écriture. Je passe beaucoup de temps dans les archives comme chercheur. Puis la façon que moi, j'apprends sur les performances, c'est des écrits des années 70. Fait que je me suis souvent dit comme, c'est super important ça. Et donc, dans ma posture d'écrivain, de critique d'art, je pars toujours du subjectif, de mon expérience. Mais j'utilise mon expérience pour ensuite décrire l'environnement, l'expérience subjective d'un environnement qui est toujours, selon moi, complet, qui est toujours une invitation à être témoin d'une performance, une action. Excusez-moi, mon chien se fâche un peu. Dans un espace. Et donc, pour moi, c'est vraiment toutes ces qualités spatiales, affectives, toutes ces qualités kinesthétiques, environnementales. J'essaie d'en rendre compte parce que pour moi, ça représente la magie de la performance, de son éphémère. Mais ce n'est pas juste de la performance. J'essaie de le faire quand je parle de la sculpture, du dessin. J'essaie de le faire quand je parle de l'installation parce que pour moi, la performance, ça existe à travers tous ces médiums-là. Où le langage performatif peut exister à travers tous ces médiums-là. Donc, c'est vraiment d'essayer d'immerger, de submerger le lecteur dans une expérience que moi j'ai eue. Mais c'est important de dire que pour écrire comme ça, pour me placer comme ça, I have to bear witness to it. Moi, je dois être témoin de cette expérience-là. Oui, mais c'est ça que je trouve intéressant en te lisant, c'est que j'ai l'impression que tu te poses la question aussi, comment ça marche cette œuvre-là? Comment ça fonctionne? C'est ça, tu l'analyses vraiment dans le sens où tu l'observes de différentes façons, puis tu essaies de comprendre comment ça fait système. Puis j'ai l'impression que c'est une posture peut-être intéressante pour un étudiant ou une étudiante en scénarisation ou pour un étudiant ou une étudiante artiste de façon générale, de travailler un peu en profondeur son rapport au travail des autres artistes comme une manière aussi d'informer sa propre pratique artistique. Est-ce que tu le sens un petit peu comme ça quand tu écris? Complètement, parce c'est drôle, on me reproche des fois, ou une certaine génération me reproche de ne pas faire ceci est une citation de ça, ou ça me fait penser à ceci, en termes de comme qui est venu avant, puis qu'est-ce qu'il a fait. C'est comme de créer des parallèles. Pas que je ne le fais pas en termes d'archives et d'histoire, mais de créer des... Ah oui, ça fait penser à un artiste qui a déjà fait ça fait penser. Et ma réponse a toujours été que, a priori, ce qui était pour moi, c'est de to become submerged, de décrire ce que je vois, ce que j'expérience a priori dans l'espace. Et c'est sûr que pour moi, l'intérêt vraiment là est comme tu décris, d'explorer all the nooks and crannies, tous les petits détails, d'aller vraiment aller chercher toutes les choses comme étant intentionnelles, même s'ils n'ont pas été intentionnels pour l'artiste, mais intentionnels dans l'expérience et dans l'authenticité de l'expérience qui est présentée par l'artiste. Souvent, je me fais dire par des artistes, puis c'est clair que ça arrive avec toutes les critiques d'art, tu as vraiment trouvé des choses que je ne pensais pas. Puis ma réponse, c'est que tu n'y as peut-être pas pensé, mais ça fait partie de l'environnement que tu as créé. Ça fait partie des décisions que tu as prises. Puis moi, ma job en tant qu'écrivain, en tant que critique d'art, c'est d'aller chercher ces éléments-là, puis d'aller highlight them, de les souligner, puis de créer un environnement cohérent que je ressens comme une personne dans cet espace-là. Fait que je le décris aussi. Dans les dernières années, j'ai fait beaucoup d'écriture, je fais moins d'expos, je fais moins d'art, mais pour moi, l'écriture est devenue une pratique artistique théorique, est devenue une forme de recherche-création. Quand je m'assois sur le divan après avoir vu une expo, c'est un processus que je décrirais comme créatif. Autant que quand je m'assoyais avec ma propre œuvre, puis je me disais, OK, travaillons cette vidéo, travaillons cette image. Là, je le fais juste d'une façon différente. Par curiosité, Didier, tu disais écrire mes articles, écrire comme ma pratique artistique, quand il y a un geste de création de part et d'autre. Tu disais aussi comment, quand tu écris à propos du travail d'autres artistes, certains te disent « Ah, je ne l'avais pas vu de même. » Tu dis « Oui, mais c'est là quand même. » Je me demandais, est-ce que tu as l'impression que tes lectures théoriques, ton bagage de lecture théorique, là, qui fait partie maintenant de toi, visiblement, qui oriente, construit, renouvelle ton regard sur le monde, sur l'art, dans quelle mesure tu as l'impression que ton bagage de lecture, tes lectures théoriques, influencent
ton regard sur le travail des autres. Et aussi, je me demandais, pour revenir un peu vers ta pratique, peux-tu donner des exemples concrets aussi pour ton regard sur le travail des autres, mais pour donner une idée aux étudiants, comment tu intègres ou des exemples du jeu d'influence et de cohérence qui s'opère entre tes lectures et tes projets de création, que ça soit donc écrire ou du côté de tes pratiques artistiques en art visuel et performatif. Oui, la réponse se ressemble un peu pour les deux. En termes de ce qui informe cette réflexion, des fois, voir des performances, voir des événements, aller voir des œuvres, des installations. Je pars souvent de l'idée de l'installation, mais elle évoque plusieurs choses. Elle peut évoquer des choses. Puis des fois, c'est une histoire d'enfance, c'est une expérience que j'ai déjà eue dans la rue, c'est un voyage, c'est une idée. Et pour retourner un peu à la question qu'on a eue, la chose que j'ai dit tantôt, c'est que tout ça, pour moi, est de l'ordre de la théorie. Tout ça est de l'ordre du potentiel de la théorie. Et donc, quand je prends ces expériences-là, même si c'est une histoire que mes parents m'ont lue quand j'étais enfant, un livre d'enfant que j'aime beaucoup, quand je l'intègre dans ce texte-là, quand j'y fais référence en relation avec cette œuvre que je décris, une installation que j'ai vue, pour moi, ça devient hors de la théorie, ça devient hors du savoir. Encore en performance studies, quelque chose qui est très important, c'est embodied knowledge, le savoir qui passe à travers le corps. Puis il y a beaucoup de recherches, soit en termes de trauma ou de savoir intergénérationnel qui est passé, mais ce n'est pas toujours juste à cause du mauvais, mais aussi du bon, des choses que tu connais à travers ton corps, à travers les choses que ton corps sait dans l'espace. Et donc, pour moi, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que je sais à travers mon corps et à travers ce que j'ai lu est hors de la théorie pour mettre de l'avant dans ces lectures-là. Fait que c'est sûr que oui, je suis vraiment informé par mes 33 ans d'expérience, puis que j'aime aller piger dans c'est ça, dans des expériences, dans des textes à travers ma vie. Puis ça l'aide, c'est sûr que ma vie a été une vie d'art, d'un enfant d'artiste, qui est une vie informée par des références artistiques. Ça crée des parallèles qui sont des fois plus faciles, mais j'encourage toujours mes étudiants dans mon cours en ce moment d'aller chercher vraiment de leur vie, puis je vois vraiment le potentiel de ça, des expériences d'enfance, etc., d'adultes, des choses qu'ils ont vécues dans la rue ou dans l'espace public, dans leur maison. Je dis dans la rue, dans l'espace public, parce que j'enseigne un cours sur la performance et l'espace public. Pour ta deuxième question, qui était en relation avec ma pratique, tout pour moi part d'une idée. Puis je dis ça parce que dès le début, je prenais, on retourne toujours à Schopenhauer, mais je prenais, on va dire, un texte ou une phrase ou un objet, et ensuite, un projet de 2 ans ou un projet de 3 ans pouvait découler de ça, une installation pouvait découler de ça. En ce moment, je travaille sur une expo qui va paraître à SCOL en avril, une expo solo. L'idée pour l'expo, c'était que j'ai déménagé à Montréal pendant la pandémie dans le studio de mon père. Le studio de mon père a une œuvre d'une artiste qui enseigne à l'Université de Québec à Laval, qui s'appelle Suzanne Leblanc. Suzanne Leblanc a fait une installation dans les années 90 pour son doctorat à SCOL, et mon père a maintenant cette installation-là dans le studio. Donc, quand SCOL a fait leur appel d'expo, j'ai décidé que j'allais remonter l'installation. On voit un peu mon processus. J'ai un objet, je vis avec l'objet, l'objet est relié à ma biographie, je vais mettre l'objet de l'avant. L'expo, je suis accepté, je commence à développer le projet. Le projet que Suzanne avait mis de l'avant est sur Wittgenstein. Ah, j'ai lu Wittgenstein pendant que je faisais mon bac. Je vais retrouver mon texte de Wittgenstein. Ah, je relis mon Wittgenstein. Ça m'intéressait dès le début, les jeux de mots. Wittgenstein, c'est toute cette notion de mots, de jeux de mots, de déplaçage, etc. Ah, c'est intéressant, les jeux de mots. Donc, je pourrais peut-être faire un jeu d'archives avec l'espace. Donc là, j'intègre une œuvre de mon père qui est aussi dans mon archive ici, et une œuvre de ma copine qui a travaillé sur d'autres architectes qui étaient en lien avec Wittgenstein, qui est aussi dans le studio. Donc, tout ça est informé d'un genre de méli-mélo, mais qui passe à travers moi comme vecteur théorique, expérientiel. Donc, on peut voir comment ces liens-là se font. Et l'installation finale, qui peut être très complexe et simple, l'accès peut se faire de ces différents points-là. Donc, il va y avoir des éléments qui vont être très surface, qui vont être faciles à trouver, mais il va y avoir des éléments qui vont être très bibliographiques puis plus cachés. Donc, je laisse un peu
ça peut être aléatoire, intuitive, c'est à travers ma biographie, à travers mon archive. Et je m'informe vraiment de ces expériences-là, de ces lectures-là que j'ai fait à travers ma vie, de ces expériences que j'ai eues à travers ma vie pour former ces genres d'installations, de performances, de collages. Ouais. Il nous reste peu de temps, mais je vais quand même poser une dernière question qui va être sûrement plus facile à répondre. C'est la question table de chevet. Qu'est-ce qui te reste à lire? Qu'est-ce qui t'anime ces temps-ci? Puis aussi, c'est quoi tes besoins théoriques? C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai lu beaucoup. J'ai recommencé à lire pour mon postdoc. J'ai un projet de postdoc en marche en ce moment, donc je dois lire pour ça parce que c'est tout un nouvel environnement de savoir que je n'ai pas en termes de théorie de base sur l'histoire du Québec dans les années 70 et la performance féministe spécifiquement. Donc, j'ai comme ma table de chevet qu'il y a ça. Mais ce qu'il y a vraiment sur ma table de chevet, c'est des livres sur le cyclisme, des magazines de cyclisme. Et ça, c'est parce que j'ai un amour pour la lecture non théorique qui est beaucoup plus fort que mon amour pour la lecture théorique. Et je trouve difficile de juste lire de la théorie pour lire de la théorie. Mais ce que j'ai réalisé à travers le temps, c'est que toute cette lecture-là que j'ai faite à l'extérieur de la théorie m'a rendu l'écrivain que je suis aujourd'hui. Donc, ce qu'on n'a pas encore dit, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que j'écris maintenant des textes qui sortent dans des revues peer-reviewed, dans des revues spécialisées d'art contemporain, mais j'écris aussi pour CBC Arts, pour un grand public. Ça s'est développé dans les dernières semaines, derniers mois. Mais ce qui en est ressorti, c'est que ma plume n'est pas juste... j'ai pas juste une plume. J'ai la possibilité d'avoir plusieurs plumes. Je pense que c'est à cause des différents types de lectures que j'ai fait et des différents types d'écriture expérimentale que je fais. Et ça m'intéresse beaucoup en ce moment d'essayer d'aller le plus loin possible avec ça, puis de devenir sports writer, d'être écrivain pour le sport, soit RDS ou Radio-Can, je ne sais pas encore trop dans quelle lancée je me mets. Fait que j'ai comme toute une pile de textes un peu plus populaires parce que c'est ce que j'aime. Mais ouais, pour répondre à ta question, un des autres éléments que j'ai en ce moment sur ma table de chevet, c'est que je suis en train de développer un cours sur l'art contemporain et enfin, pas l'art contemporain, l'histoire de l'art et le sport pour un cours que je vais donner l'année prochaine. Ah oui. Donc, j'ai plein de nouvelles lectures qui sont en lien avec ça. Où est-ce que j'essaie encore d'agencer deux choses qui sont intégrales à mon histoire. J'ai été sportif. J'ai toujours voulu être sportif professionnel, mais je finis artiste et écrivain. Donc là, j'essaie de les ramener ensemble. Donc, c'est ça. Ma table de chevet, il y a mon postdoc, mon cours de l'année prochaine, puis toutes mes magazines et mes revues de cyclisme sur lesquelles je raffole en ce moment. Par curiosité, est-ce que tu as l'impression, on a beaucoup parlé pratique, lecture, écriture, est-ce que tu as l'impression que l'enseignement permet de relancer une boucle vers ta pratique à toi? C'est hallucinant ce qui se passe en enseignement en ce moment. Une des choses que je devrais dire, c'est que dans les 35 ans, ou je ne sais pas, les 30 ans que j'ai fait d'école, je n'ai jamais enseigné. Ça a été un privilège puis un peu une difficulté parce que je me trouve en ce moment à la fin de tout ça sans avoir eu le bénéfice d'enseigner. Puis la raison, c'est que j'avais des bourses puis qu'on me donnait la possibilité de voyager puis de faire ma recherche puis des projets d'art. Fait que le postdoc, pour moi, ce qui était vraiment important, c'est de pouvoir enseigner pour savoir, a priori, est-ce que j'aime ça? Je suis bon? Je suis capable de le faire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette carrière d'universitaire? Et ce que je découvre dans la salle de classe, c'est non seulement que je suis super inspiré par les étudiants, puis la qualité de leur travail, puis leur intérêt, puis la façon que la théorie puis le discours a évolué dans les derniers 10 ans depuis que moi j'étais dans leur place, parce que j'enseigne vraiment dans la salle de cours, parce que moi j'ai pris des cours à Concordia. Mais c'est aussi de voir comment moi, j'arrive à faire des nouvelles découvertes en enseignant. Puis ça est arrivé récemment dans un cours parce que je parlais d'une œuvre de William Popel que j'ai étudiée pendant 7 ans, une image d'une œuvre. Et en plein milieu du cours, pendant que j'en parlais avec les étudiants, j'ai trouvé quelque chose qui était comme en plein milieu de l'image que j'avais jamais vu. Puis qui était une connexion à une partie de son œuvre que comme j'avais juste jamais considéré. Tout ça s'est passé en dialogue, en discours, en mettant
En fait, c'est une super belle illustration de comment la théorie et la pratique se manifestent dans l'espace d'un cours, en mettant en discours la théorie et la pratique, en regardant une œuvre, en l'espace pédagogique comme étant une bonne combinaison de théorie et pratique. Et j'ai découvert, c'est ça, une nouvelle chose. Donc, je trouve que l'enseignement alimente non seulement la pratique, mais ma théorie de façon super intéressante et me fait revisiter mon propre travail, ma propre relation au travail, mais aussi ça, à des artistes, à des textes que j'ai écrits, à des choses plus théoriques qui prennent une nouvelle vie. Fait que, ouais, ça change tout. Merci Didier pour cette conversation, cette heure de conversation fort, fort intéressante. Je ne dis pas ça par politesse. Très, très intéressant. Et merci pour ton temps, ta générosité. Benoît, voudrais-tu rajouter quelque chose? Non, c'était fabuleux. Tu parles très, très bien de ton travail et j'ai hâte de découvrir ce que tu vas présenter à SCOL en avril. Merci beaucoup. Je vous remercie les deux. Puis c'est tellement un plaisir de parler de cet espace qui, pour moi, est m'est cher, mais aussi très difficile des fois à habiter. Mais je pense que avec mes étudiants maintenant, je leur parle de comment c'est un espace spécial. Puis que c'est un grand privilège d'être élevé dans cet espace-là, puis de pouvoir en bénéficier, mais aussi de maintenant y contribuer comme prof puis comme enseignant. Ouais, merci.